Une rencontre terrifiante avec Bigfoot secoue un vétéran de la nature en Alaska. 8 ans ont passé depuis ces 10 jours passés dans les régions reculées de la forêt nationale olympique, dans l'État de Washington, et je me réveille encore en sueur froide en pensant à ce que j'ai trouvé là-bas. Je m'appelle Tyler Brooks et je suis instructeur de survie en milieu sauvage avec plus de 2 décennies d'expérience dans certains des endroits les plus isolés et dangereux de la planète. Je suis un ancien ranger de l'armée qui a affronté des situations de combat qui auraient brisé la plupart des gens. J'ai survécu dans des conditions qui ont coûté la vie à des hommes de terrain expérimentés. Mais rien, absolument rien, ne m'a préparé à ce dont j'ai été témoin au cours des 3 derniers jours de ce qui était censé être un défi de survie en solitaire routinier. J'ai longtemps hésité à partager cette histoire. Ma réputation d'expert crédible en survie est tout pour moi. C'est ainsi que je gagne ma vie, comment j'ai construit ma carrière et comment les gens me connaissent dans la communauté des activités de plein air. Mais le poids de garder le secret est devenu insupportable. Peut-être est-il temps que les gens connaissent la vérité sur ce qui existe réellement dans nos espaces sauvages. L'idée d'un défi de survie hivernale en solitaire de 10 jours dans l'État de Washington mûrisait dans mon esprit depuis des années. Après 2 décennies passées à apprendre aux autres à survivre dans des conditions extrêmes, je voulais me pousser à mes limites absolues. J'ai choisi spécifiquement les régions reculées de la forêt nationale olympique en raison de sa réputation d'être impitoyable. La zone que j'ai sélectionnée se trouvait à 40 miles de la route la plus proche, accessible uniquement par hydravion, et elle était tristement célèbre pour ses conditions météorologiques extrêmes et sa faune dangereuse. J'avais passé des mois à planifier chaque détail. Le défi était simple en concept, mais brutal dans son exécution. Survivre pendant 10 jours en février en utilisant uniquement un équipement de base et ce que je pouvais chasser, piéger ou cueillir. Les prévisions de température indiquaient des périodes soutenues en dessous de moins 20 degrés Fahrenheit, avec des chutes possibles à moins 40 degrés Fahrenheit pendant les nuits. Des conditions parfaites pour tester chaque compétence de survie que j'avais accumulée au cours de ma vie. Mon équipement était minimal par conception. Un sac de couchage d'hiver de qualité militaire, une petite bâche en toile, du matériel de chasse et de pêche de base, des dispositifs de signalisation d'urgence et juste assez de nourriture pour 3 jours. Juste assez pour m'installer avant de devoir vivre entièrement de la terre. J'avais apporté le fusil calibre 30-06 de mon grand-père, une arme que j'utilisais depuis l'âge de 12 ans et qui pouvait tirer avec précision même dans les pires conditions. L'atterrissage s'est déroulé parfaitement. Mike Henderson, un pilote d'hydravion local avec qui j'avais déjà travaillé, m'a emmené au cœur de la nature sauvage par une matinée de février clair comme du cristal. Le paysage en contrebas était à couper le souffle, d'interminables étendues de forêt couvertes de neige, interrompues uniquement par des lacs gelés et des affleurements rocheux occasionnels. Alors que nous survolions ma zone d'atterrissage prévue, une petite clairière entourée d'une dense forêt de sapins, Mike m'a donné son rapport habituel avant l'atterrissage. « Le temps semble stable pour la semaine prochaine », a-t-il dit à travers les écouteurs. « Mais tu sais à quelle vitesse les choses peuvent changer par ici. Je reviendrai dans 10 jours à 14 heures. Si tu n'es pas au point de rendez-vous, je tournerai pendant 30 minutes, puis je reviendrai chaque jour jusqu'à ce que je te trouve. » J'ai hoché la tête, sentant la décharge familière d'adrénaline prémission parcourir mon système. C'est pour ça que je vis. Le défi, l'isolement, le test de mes compétences contre le pire de la nature. Les premiers jours se sont déroulés exactement comme je l'avais prévu. Mon entraînement militaire et des décennies d'expérience en pleine nature m'ont bien servi pour établir une routine durable. J'ai choisi un camp dans une dépression naturelle entouré de sapins, qui offrait à la fois un abri contre le vent et un camouflage. L'abri que j'ai construit à l'aide de ma bâche et de bois tombés était suffisamment solide pour résister aux vents arctiques constants. L'eau n'a pas posé de problème. J'ai trouvé un petit ruisseau à environ 200 mètres du camp
qui restait dégelé grâce à son courant rapide. J'ai aménagé un foyer avec un mur réfléchissant adéquat pour maximiser l'efficacité thermique et minimiser la consommation de bois de chauffage. Ma première priorité a toujours été le feu, à la fois pour la chaleur et comme ancre psychologique dans la vaste nature sauvage. L'approvisionnement en nourriture s'est mieux passé que prévu. J'avais apporté plusieurs pièges et j'ai rapidement identifié des sentiers de gibier où les lièvres arctiques et les tétras voyageaient régulièrement. En 48 heures, j'avais 3 pièges qui produisaient de manière constante. La chasse était plus difficile en raison de la neige profonde, mais j'ai réussi à abattre quelques tétras grâce à une traque prudente et à des tirs précis. Les nuits étaient brutales, même avec mon sac de couchage de qualité militaire et un feu constamment entretenu. Le froid était implacable. Les températures sont tombées à moins 35 degrés Fahrenheit la 3e nuit et j'ai dû me réveiller toutes les 2 heures pour alimenter le feu. Mais c'était exactement pour cela que j'étais venu ici, me dépasser au-delà des zones de confort et prouver que la préparation et la technique appropriée pouvaient surmonter n'importe quel obstacle naturel. Au 7e jour, je m'étais installé dans un rythme qui semblait presque confortable. Je consommais en moyenne environ 2500 calories par jour provenant de ma chasse et de mes pièges, ce qui était suffisant pour maintenir mon niveau d'énergie. Mon abri s'était avéré résistant aux intempéries malgré 2 importantes tempêtes de neige. J'étais en avance sur mon calendrier et je me sentais confiant quant à l'achèvement réussi du défi. Cette confiance était sur le point d'être anéantie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai toujours été un lève-tôt, mais dans la nature de Washington, le lever du soleil arrive tard et à contre-cœur en février. J'étais réveillé avant la première lueur du jour du 8e jour, comme c'était ma routine, attisant le feu et me préparant à ma tournée matinale des lignes de piège. La température était tombée à moins 28 degrés Fahrenheit pendant la nuit et la forêt était plongée dans ce silence absolu que seul le froid extrême peut créer. J'avais développé un itinéraire spécifique pour vérifier mes pièges, un circuit qui me prenait environ 2 miles à travers la forêt et retour au camp. C'était méthodique, efficace, et me permettait d'observer les habitudes de la faune dans la région. J'avais suivi le même itinéraire pendant 7 jours, et chaque arbre, chaque rocher, chaque dépression dans la neige m'était devenu familier. C'est pourquoi j'ai immédiatement remarqué les empreintes. Elles se trouvaient dans la neige, à environ 50 mètres de mon 3e piège, traversant le sentier de gibier que j'avais suivi. À première vue, elles ressemblaient presque à des empreintes humaines. Un schéma clair de talons frappés et d'orteils poussés qui était indéniablement bipède. Mais la taille était impossible. Chaque empreinte mesurait au moins 18 pouces de long et 8 pouces de large, bien plus que ce qu'un pied humain pourrait produire. Ma première pensée fut que je voyais des empreintes d'ours, mais cela n'avait pas de sens non plus. Les ours hibernaient, et même si l'un d'eux avait été actif, le schéma des empreintes était complètement erroné. Les ours ne marchent pas en ligne droite avec une longueur de pas constante. Ces empreintes montraient une démarche délibérée et déterminée avec une longueur de pas de près de 4 pieds. Je me suis agenouillé pour examiner les empreintes de plus près, mon souffle créant de petits nuages dans l'air glacial. Les empreintes étaient relativement fraîches, faites dans les dernières heures selon les conditions de neige. Elles étaient profondes, indiquant quelque chose d'un poids significatif, et les bords étaient nets, suggérant que la créature qui les avait faites avait marché assez récemment pour que le vent et la neige ne soient pas encore parvenus à estomper les détails. Mais c'était la profondeur qui me préoccupait vraiment. D'après les conditions de neige et la profondeur des impressions, ce qui avait fait ces empreintes devait peser au moins 600 livres. Je pèse 220 livres, et mes bottes ne faisaient qu'à peine des impressions d'un demi-pouce dans la même neige. Ces empreintes étaient enfoncées de près de 4 pouces. J'ai suivi les empreintes sur environ un quart de mile, luttant contre l'inquiétude croissante dans mes entrailles.
La piste menait directement à travers la partie la plus dense de la forêt, se déplaçant en ligne droite, qui semblait ignorer complètement les obstacles naturels qui obligeraient n'importe quel animal normal à dévier. Des troncs d'arbres tombés que j'aurais dû escalader avaient été franchis sans effort. Des broussailles épaisses qui m'auraient obligé à trouver un autre chemin avaient été poussées sans aucune déviation de trajectoire. La piste a disparu sur un affleurement rocheux où la neige était trop mince pour conserver des impressions. J'ai passé 20 minutes à chercher dans la zone, essayant de retrouver les empreintes de l'autre côté, mais je n'ai rien trouvé. Ce qui avait fait ces empreintes avait simplement disparu. Je suis retourné à mon camp, profondément troublé. En 2 décennies d'expérience en pleine nature, j'avais vu toutes sortes d'empreintes d'animaux, ours bruns, loups, wapitis, caribous, gloutons. Je savais à quoi elles ressemblaient, comment elles se comportaient et quel type de traces elles laissaient. Ces empreintes ne correspondaient à rien de ce que j'avais vu auparavant. Cette nuit-là, alors que j'étais assis au coin du feu, j'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être que c'était un ours après tout, un qui avait été dérangé pendant son hibernation. Peut-être que les conditions de neige avaient déformé les empreintes, les faisant paraître plus grandes qu'elles ne l'étaient. Peut-être que mon esprit me jouait des tours après 7 jours d'isolement. Mais je savais que je me mentais à moi-même. Ces empreintes étaient réelles, elles étaient inhabituelles, et elles représentaient quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. La 2e rencontre a eu lieu dans la nuit du 8e jour, et elle a dissipé tout doute que j'aurais pu avoir sur ce que j'avais vu ce matin-là. Je m'étais endormi vers 22 heures après avoir alimenté le feu une dernière fois. Ma routine nocturne consistait à me réveiller toutes les 2 heures pour ajouter du bois et maintenir le feu allumé toute la nuit. À minuit 30, je me suis réveillé, mais pas à cause de mon alarme interne habituelle. Je me suis réveillé parce que j'ai entendu quelque chose bouger dans la forêt autour de mon camp. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un wapiti ou un cerf qui explorait ma zone. Mais en restant immobile dans mon sac de couchage à écouter, j'ai réalisé que les sons étaient étranges. Ce qui était là dehors se déplaçait bipède. Je pouvais entendre le schéma distinct d'un être à 2 jambes marchant dans la neige. Papa pause, papa pause. Le son faisait le tour de mon camp, restant juste à l'extérieur de la portée de la lumière du feu. Je me suis lentement assis, attrapant mon fusil que je gardais à côté de mon sac de couchage. Mon cœur battait la chamade, mais mon entraînement militaire a pris le dessus, et je me suis concentré sur le contrôle de ma respiration et l'évaluation de la situation. Les pas ont continué pendant environ 20 minutes, décrivant un cercle complet autour de mon camp. Ce qui était là dehors prenait son temps, m'observant, m'étudiant. Je pouvais entendre des brindilles occasionnelles craquer et de la neige remuer, mais je ne pouvais rien voir au-delà du périmètre de la lumière du feu. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les pas se sont arrêtés. La forêt est redevenue silencieuse de manière surnaturelle. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, alimentant le feu jusqu'à un éclat brillant et scrutant la forêt environnante à la recherche de tout signe de mouvement. Je n'ai rien entendu d'autre, mais la sensation d'être observé n'a jamais disparu. Quand la première lumière du jour est arrivée, j'ai immédiatement commencé à chercher des preuves de mon visiteur nocturne. Je n'ai pas eu à chercher loin. Sur le périmètre de mon camp, à environ 30 pieds de mon abri, j'ai trouvé un ensemble complet des mêmes empreintes massives que j'avais vues la veille. Elles avaient complètement encerclé mon camp, exactement comme les sons l'avaient indiqué. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, ce sont 2 détails spécifiques. Premièrement, à plusieurs endroits autour du cercle, les empreintes montraient où la créature s'était arrêtée et était restée debout pendant une période prolongée. La neige était tassée d'une manière qui suggérait qu'elle était restée immobile, à observer. Deuxièmement, et plus troublant encore, il y avait des empreintes qui menaient à ma zone de stockage de nourriture.
J'avais suspendu mon sac de nourriture à une branche d'arbre à environ 15 mètres de mon abri, une pratique standard pour éviter d'attirer les ours. Les empreintes montraient que la créature avait marché directement sous le sac, s'était arrêtée, puis s'était éloignée sans le toucher. Ce n'était pas un comportement animal. Les animaux qui trouvent de la nourriture la prennent. Cet être avait trouvé de la nourriture facilement accessible et avait pris la décision consciente de la laisser tranquille. Il faisait preuve de retenue, d'intelligence et peut-être plus troublant de curiosité envers moi plutôt qu'envers ma nourriture. Je suis resté sous ce sac de nourriture pendant plusieurs minutes, regardant les empreintes et essayant de comprendre ce qu'elles signifiaient. Ce qui m'avait rendu visite la nuit dernière n'était pas un animal ordinaire. C'était quelque chose qui pouvait penser, raisonner et prendre des décisions complexes. Il avait fait une reconnaissance de mon camp. Il m'avait étudié et il avait choisi de ne pas révéler complètement sa présence. Le jour 9 fut celui où ma situation passa de troublante à carrément terrifiante. J'avais mal dormi, me réveillant au moindre bruit, et je me suis levé épuisé et nerveux. La formation à la survie souligne l'importance de maintenir des routines même sous le stress, alors je me suis forcé à poursuivre mon programme normal de vérification des pièges. Mais tout avait changé. La forêt qui m'avait semblé difficile mais navigable me semblait maintenant menaçante. Chaque ombre, chaque branche qui craquait, chaque son lointain faisait que ma main se dirigeait vers mon fusil. J'ai vérifié mon premier piège et j'ai trouvé qu'il avait capturé un lièvre arctique. Pendant que je réinstallais le piège, j'ai eu le sentiment accablant d'être observé. J'ai levé les yeux vers la forêt environnante, scrutant la ligne des arbres, mais je n'ai rien vu d'extraordinaire. Pourtant, la sensation persistait. C'est un sentiment que j'avais déjà éprouvé dans des situations de combat, cette conscience instinctive que des yeux hostiles observent chacun de mes mouvements. Le deuxième piège avait également capturé un lièvre. Pendant que je traitais l'animal, j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais. Il venait de quelque part dans la forêt, à ma gauche, à environ 100 mètres. Une vocalisation profonde et résonnante qui n'était ni un grognement ni un cri, mais quelque chose entre les deux. Elle n'a duré que quelques secondes, mais le son a traversé l'air froid du matin avec une clarté qui a hérissé tous les poils de mon corps. Je me suis figé sur place, mon couteau toujours dans la main, du sang de lièvre sur mes gants. La forêt était redevenue silencieuse, mais ce son avait été indubitable. Ce qui m'observait venait de me faire savoir qu'il était là. J'ai rapidement rassemblé mon équipement et je suis retourné à mon camp par un itinéraire différent, regardant constamment par-dessus mon épaule. En arrivant au camp, j'ai découvert que mon sac de nourriture avait été descendu de l'arbre. Il n'avait pas été déchiqueté ou éparpillé. Il avait été soigneusement posé au sol, près de mon abri. La corde que j'avais utilisée pour le suspendre avait été déliée de la branche de l'arbre. Cela a éliminé toute possibilité que j'ai affaire à un animal ordinaire. Les animaux ne défont pas les cordes. Les animaux ne descendent pas soigneusement les sacs de nourriture. Ce qui était là dehors avait une dextérité manuelle, comprenait les outils et démontrait délibérément ses capacités pour moi. Je suis resté là, à regarder mon sac de nourriture descendu, et j'ai pris une décision. Il ne me restait plus que 24 heures avant mon extraction prévue. Je pouvais passer ces heures dans mon camp, maintenir le feu allumé, garder mon fusil à portée de main et attendre le retour de Mike, ou je pouvais essayer de me rendre au point d'extraction, à 2 miles de là, et attendre là. J'ai choisi de rester. Partir maintenant signifierait admettre la défaite, et quelque chose dans ma personnalité de type A résistait à cette option. Plus important encore, quitter mon camp signifierait voyager à travers la forêt avec tout mon équipement, me rendant vulnérable. Au moins ici, j'avais un abri, un feu et une position défendable. J'ai passé le reste de la journée 9 à fortifier mon camp. J'ai rassemblé suffisamment de bois de chauffage supplémentaire pour maintenir un feu énorme toute la nuit. J'ai organisé mon équipement pour un déploiement rapide si j'avais besoin de partir précipitamment. Je gardais mon fusil chargé et à portée de main à tout moment. Alors que l'obscurité tombait, j'ai construit le plus grand feu que je me sois autorisé pendant tout le voyage.
créant un cercle de lumière qui s'étendait sur une bonne vingtaine de pieds dans toutes les directions. Il n'y avait aucun intérêt à conserver du bois maintenant. Je devais juste survivre une nuit de plus, et je voulais que chaque centimètre carré autour de mon camp soit éclairé. Les sons ont commencé vers 21 heures. Cette fois, ce n'était pas juste un ensemble de pas, c'était multiple. Je pouvais entendre au moins 2, peut-être 3 ensembles de pas différents se déplaçant à travers la forêt autour de mon camp. Ils restaient juste au-delà de mon cercle de lumière de feu, mais je pouvais suivre leurs mouvements grâce au son. Ils travaillaient en coordination, communiquant entre eux par des vocalisations basses qui ressemblaient à des grognements gutturaux profonds. Le niveau de communication et de coordination dont j'ai été témoin au cours des prochaines heures fut peut-être l'aspect le plus troublant de toute l'expérience. Ces êtres, quoi qu'ils soient, communiquaient clairement entre eux en utilisant des sons complexes. Ils se déplaçaient avec une intention délibérée, prenant tour à tour l'initiative d'approcher différents côtés de mon camp pendant que les autres surveillaient. Une fois, j'ai entendu un son distinctif de quelque chose frappant du bois contre un arbre, 3 coups forts séparés par plusieurs secondes. Les coups ont été répondus depuis une direction différente, avec un schéma similaire. Ils utilisaient des signaux, communiquant à travers la forêt, de manière qui exigeait une intelligence abstraite. Vers minuit, l'un d'eux s'est approché suffisamment pour que je puisse l'apercevoir brièvement dans ma lampe de poche. Je n'ai vu qu'une silhouette pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se déplace derrière un groupe d'arbres. Mais cette image momentanée est gravée dans ma mémoire. Elle était énorme, facilement 8 pieds de haut, couverte de fourrure foncée. Elle se déplaçait avec une fluidité qui ne correspondait pas à sa taille massive. Mais c'est le profil qui m'a frappé. Définitivement bipède, avec des épaules larges et une tête qui reposait directement sur ses épaules sans beaucoup de coups discernables. J'ai gardé mon fusil prêt, mais je n'ai pas tiré. Malgré ma peur, quelque chose m'a retenu. Ces créatures avaient eu de multiples occasions de m'attaquer et elles ne l'avaient pas fait. Elles avaient fait preuve de curiosité, d'intelligence et même d'une sorte de retenue. Les tirer pourrait transformer une situation tendue en une situation mortelle. Le cerne a continué toute la nuit. Ils n'ont jamais attaqué, ils ne se sont jamais approchés assez près du feu pour que je puisse les voir clairement, mais ils ne sont pas non plus partis. C'était comme s'ils menaient leur propre étude de moi, observant comment je réagissais, voyant ce que je faisais. Quand l'aube du 10e jour est finalement arrivée, les sons ont progressivement cessé. Je suis resté assis au coin du feu, épuisé mais hyper vigilant, scrutant la ligne des arbres. Lorsque la lumière du soleil a commencé à filtrer à travers les arbres, j'ai marché prudemment autour du périmètre de mon camp. Les empreintes étaient partout, multiples ensembles des mêmes empreintes massives, toutes montrant le même schéma bipède, toutes enfoncées profondément dans la neige. Il y avait des preuves claires d'au moins 3 individus différents basés sur de légères variations dans la taille des empreintes. Ils avaient créé tout un chemin autour de mon camp, marchant en cercle pendant des heures. À un moment donné, j'ai trouvé où l'un d'eux s'était assis, probablement sur un tronc d'arbre tombé, et avait observé mon camp. La neige était tassée d'une manière qui suggérait qu'il s'était assis là pendant un temps considérable. Non loin de là, j'ai trouvé plusieurs bâtons épais qui avaient été dépouillés de leurs branches et jetés. Certains des bâtons portaient des marques qui ressemblaient à des marques de dents, ou peut-être à avoir été rongés pour atteindre la couche interne de cambium. Je n'ai pas osé quitter mon camp ce jour-là. Mike devait arriver à 14 heures, et j'ai décidé que les plus grands risques résidaient dans le déplacement à travers la forêt plutôt que dans l'attente du secours. J'ai passé les heures du matin à organiser méthodiquement mon équipement et à me préparer pour l'extraction. Toutes les quelques minutes, je vérifiais les environs du camp, à la recherche de tout signe de mouvement, mais je n'ai rien vu. La forêt était redevenue silencieuse normalement pendant la journée, mais je savais qu'ils étaient là dehors, observant, attendant de voir ce que je ferais ensuite.
À 13h30, j'ai commencé à marcher vers le point d'extraction, un lac gelé à 2 miles de mon camp. Je portais mon fusil prêt en position basse, scrutant constamment la forêt pendant que je marchais. Le voyage, qui aurait dû prendre 45 minutes, a pris près de 90 minutes parce que je m'arrêtais toutes les quelques minutes pour écouter et observer. Je n'ai jamais rien vu directement, mais plusieurs fois j'ai entendu des bruits de mouvements parallèles à ma route, comme si quelque chose me suivait à distance. Quand je suis finalement arrivé au lac gelé, j'ai presque pleuré de soulagement. Le terrain ouvert signifiait que rien ne pouvait s'approcher sans être vu. Je me suis tenu au milieu de la glace, loin de la ligne des arbres, et j'ai attendu. À exactement 14 heures, j'ai entendu le son lointain du moteur de l'hydravion de Mike. Je n'avais jamais été aussi heureux d'entendre un moteur d'avion de ma vie. Mike a atterri en douceur sur la glace et a roulé jusqu'à là où je me tenais. Quand il est sorti de l'avion, son expression est immédiatement devenue inquiète. J'ai dû avoir l'air terrible, non rasé, visiblement stressé et probablement comme si j'avais traversé l'enfer, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Voyage difficile ?» a-t-il demandé, étudiant mon visage avec le type d'inquiétude qui vient de nombreuses années à extraire des gens de situations dangereuses. J'ai hésité avant de répondre. Comment expliques-tu à quelqu'un que tu as passé 3 jours à être traqué par quelque chose qui n'est pas censé exister? Comment dis-tu à une personne rationnelle que tu as vu quelque chose que la science dit être impossible? Oui, ai-je dit finalement. Plus difficile que ce que j'avais prévu. Mike a hoché la tête, mais il n'a pas insisté pour obtenir des détails. Les pilotes d'hydravion apprennent à lire les gens, et il pouvait clairement dire que je n'étais pas prêt à parler de ce qui s'était passé. Il a fini de charger mon équipement et a démarré le moteur de l'avion. Alors que nous roulions sur le lac gelé, j'ai regardé vers la forêt où j'avais passé les 10 derniers jours. Quelque part dans ces arbres se trouvait quelque chose qui avait complètement changé ma compréhension de ce qui était possible dans la nature. Quelque chose qui m'observait probablement encore pendant que nous décollions. Pendant le vol de retour vers Port Angeles, Mike a engagé une conversation décontractée sur la météo et le vol. Mais je pouvais dire qu'il était toujours inquiet pour mon état. Finalement, à mi-chemin du vol, il a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. « Vous savez, a-t-il dit, vous n'êtes pas la première personne que je récupère de cette région qui semble avoir vu un fantôme. » Je l'ai regardé brusquement. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» « Je transporte des chasseurs et des guides dans cette région depuis 15 ans, a-t-il dit. Tous les quelques années, quelqu'un en sort avec l'air que tu as maintenant. Ils ne veulent pas parler de ce qui s'est passé, mais ils ont tous le même regard dans les yeux, comme s'ils avaient vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Est-ce que certains d'entre eux vous ont déjà dit ce qu'ils ont vu? Mike est resté silencieux un moment, se concentrant sur son vol. Finalement, il a dit « Certains, oui. » Tous ont décrit la même chose, quelque chose de grand, quelque chose qui marche sur 2 jambes, quelque chose qui est trop intelligent pour être un animal. La plupart des gens pensent qu'ils sont fous, alors ils gardent le silence à ce sujet. Pensez-vous qu'ils sont fous? Je vole au-dessus de cette nature sauvage depuis longtemps, a dit Mike. J'ai vu des choses du ciel que je ne peux pas expliquer, des empreintes dans la neige qui ne correspondent à aucun animal connu, des mouvements dans la forêt qui sont trop délibérés pour être de la faune. Je pense qu'il y a des choses dans la nature de Washington que nous ne comprenons pas, et peut-être que nous ne sommes pas censés les comprendre. Le reste du vol s'est déroulé en silence, mais les paroles de Mike avaient confirmé ce que je commençais déjà à soupçonner. Je n'étais pas la seule personne à avoir rencontré quelque chose d'inexplicable dans cette région reculée. Il y en avait d'autres, et tous gardèrent le silence pour les mêmes raisons que je considérais. De retour à Port Angeles, je me suis installé dans un hôtel et j'ai passé les 3 jours suivants à essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'ai pris de longues douches chaudes pour laver le froid et la peur. J'ai mangé de la vraie nourriture et dormi dans un vrai lit.
mais je n'arrêtais pas de penser à ces 3 jours dans la forêt et à ce qu'ils signifiaient. J'ai considéré mes options. Je pouvais garder le silence sur ce que j'avais vu et continuer ma vie comme si de rien n'était. Je pouvais essayer de me convaincre que tout avait été une hallucination provoquée par le stress et l'isolement. Ou je pouvais signaler ce que j'avais vécu et faire face aux conséquences potentielles pour ma réputation et ma carrière. La décision a été facilitée par une conversation que j'ai eue avec le docteur Linda Carter, une biologiste de la faune avec qui j'avais travaillé sur plusieurs projets. Je l'ai appelée sous prétexte de discuter de mon défi de survie, mais j'ai fini par rassembler le courage de décrire ce que j'avais trouvé. « Tyler », a-t-elle dit après que j'ai terminé mon récit, « vous n'êtes pas la première personne à rapporter quelque chose de ce genre. Il y a des dizaines de récits similaires provenant de Washington et du Pacifique Nord-Ouest. La plupart des gens ont trop peur du ridicule pour les signaler officiellement, mais ils existent. Pensez-vous que c'est possible ? Ai-je demandé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la nature que nous ne comprenons pas, a-t-elle dit. La nature de Washington est vaste et en grande partie inexplorée. Si quelque chose de grand et d'intelligent voulait rester caché, il pourrait probablement le faire indéfiniment. Cette conversation m'a donné le courage de déposer un rapport officiel auprès du département de la pêche et de la faune de Washington. J'ai passé 2 jours à écrire un récit détaillé de tout ce que j'avais vécu, y compris des descriptions des empreintes, des rencontres et du comportement que j'avais observé. J'ai essayé d'être aussi objectif et scientifique que possible, en m'en tenant aux faits et en évitant les spéculations. La réponse a été polie, mais pas engageante. Un agent de la faune nommé Robert Miller m'a appelé pour discuter du rapport, et il m'a posé quelques questions détaillées sur l'emplacement et les comportements spécifiques que j'avais observés. Il semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire, mais il a également clairement indiqué qu'il recevait régulièrement des rapports similaires et qu'ils étaient classés pour référence future. Nous ne pouvons pas enquêter sur chaque rapport de rencontres inhabituelles avec la faune, a-t-il dit, mais nous tenons un registre des schémas et des emplacements. Votre rapport sera ajouté à notre base de données. Je lui ai demandé s'il y avait eu d'autres rapports provenant de la même zone et il a confirmé qu'il y en avait eu plusieurs au fil des ans. Il ne m'a pas donné de détails spécifiques, mais il a suggéré que la zone où j'avais été était connue pour une activité inhabituelle de la faune. 6 mois plus tard, j'ai appris que la zone où j'avais eu ma rencontre avait été désignée comme zone de recherche spéciale avec accès restreint. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais plus aucun permis de chasse et de camping n'était délivré pour cette région. Lorsque j'ai essayé d'obtenir plus d'informations, on m'a dit que la zone était étudiée à des fins de recherche écologique. 8 ans ont passé depuis ma rencontre dans la nature de Washington et je n'ai toujours pas de réponse aux questions que cette expérience a soulevées. J'ai continué ma carrière d'instructeur de survie, mais je ne suis jamais retourné dans cette région de Washington. Je n'ai jamais eu d'autres rencontres avec quelque chose de similaire, mais je n'ai jamais cessé de penser à ce que j'ai vu. J'ai fait des recherches approfondies sur des rencontres similaires et j'ai trouvé des centaines de récits de témoins crédibles décrivant des expériences similaires. Des militaires, des agents de la force de l'ordre, des chasseurs et des guides expérimentés, tous décrivant des rencontres avec quelque chose de grand, d'intelligent et de bipède qui ne correspond à aucun animal connu. La communauté scientifique reste sceptique et je comprends pourquoi. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires et des photographies floues et des récits de témoins oculaires ne suffisent pas à prouver l'existence d'une espèce inconnue. Mais la cohérence des rapports, la crédibilité de nombreux témoins et l'immensité de la nature sauvage inexplorée suggèrent que quelque chose est là dehors. Ce qui me préoccupe le plus, c'est l'intelligence dont j'ai été témoin. Ce n'était pas juste un gros animal, c'était quelque chose qui pouvait penser, planifier et s'adapter. Il m'a étudié, a appris mes routines et a pris des décisions stratégiques sur la manière de m'approcher.
Il comprenait les outils et les armes, et il était capable de résoudre des problèmes complexes. Si de telles créatures existent, cela soulève des questions profondes sur notre compréhension de l'évolution, de la biologie et du monde naturel. Comment une chose si grande et si intelligente a-t-elle pu rester cachée si longtemps? Combien sont-ils? Que veulent-ils? Et peut-être plus important encore, qu'est-ce que leur existence signifie pour notre compréhension de notre place dans le monde naturel? J'ai partagé mon histoire avec des collègues et des amis sélectionnés au fil des ans, et les réactions ont été mitigées. Certains sont sceptiques, d'autres intrigués, et quelques-uns ont partagé leurs propres expériences similaires. J'ai appris qu'il existe une communauté de personnes qui ont eu des rencontres inexplicables dans la nature, et la plupart d'entre elles gardent le silence. Si vous êtes intéressé par d'autres histoires comme celle-ci, alors regardez ce récit extraordinaire d'une des rencontres les plus tragiques avec Bigfoot.